aucune perspective à donner. Et comme le fait remarquer Le Soir, avec un éditorial qui est, faut le dire, un brin sarcastique, mais qui est quand même de circonstance, à l'heure où on pense à un passeport vaccinal, qui permettrait d'aller au restaurant, au stade de foot, au concert, en voyage, à condition d'avoir un vaccin, mais avant de penser à instaurer un passeport vaccinal, il faudrait peut-être penser à refaire la vaccination. Merci beaucoup Amaury, on se retrouve tout de suite pour la suite du Carrefour de l'information. Et on démarre tout de suite cette deuxième heure du Carrefour de l'information avec, comme chaque mercredi, l'un de nos partenaires, Café Babel dans Euromag et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Alors notre invité de la semaine est un homme politique luxembourgeois de 39 ans, membre du Parti populaire chrétien social. Il décide en 2019 de se présenter aux élections européennes et finit par être élu député européen au sein du groupe du Parti populaire européen. Christophe Hansen est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir. Bon après-midi. Merci également et merci d'être avec nous en direct. Safouane est également là pour vous poser quelques questions. Christophe Hansen, bonjour. Bonjour. Alors on commence évidemment par l'actualité sanitaire. Le 25 février, vous avez interrogé au Parlement européen les représentants des groupes pharmaceutiques sur le problème de la production et du déploiement des vaccins contre le Covid-19. Quels sont les engagements qui ont été pris par les laboratoires pharmaceutiques, Christophe Hansen ? Premièrement, il faudrait dire que les laboratoires, et les producteurs de vaccins, on leur demande très clairement qu'on veut avoir tous les contrats aussi qu'ils ont signés avec l'Union européenne, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'argent public qui est en question et qui est mis sur la table. Donc le citoyen veut savoir où son argent va. Et évidemment, on constate aussi que les vaccins ne nous parviennent pas aussi rapidement que ça devrait être le cas, comme stipulé aussi par les contrats. Donc là, on est très clairement demandeur pour qu'ils nous disent où est-ce que ça coince, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a aussi des problèmes d'approvisionnement pour certains lipides qui sont utilisés dans la production du vaccin. Donc, on veut savoir où sont les points où ça coince, les barrières, pour qu'on puisse accélérer justement le processus. D'un autre côté, on veut quand même aussi savoir ce qui est produit sur le territoire européen, ce qui en sort pour les pays tiers, parce qu'évidemment là, on doit respecter la balance, parce qu'on a des contrats à respecter. On a aussi un objectif de vacciner jusqu'en été 70% de la population européenne. Pour y arriver à ce chiffre, évidemment, il faut convaincre les citoyens à se faire vacciner, mais surtout aussi mettre enfin à disposition suffisamment du point de vue quantité de vaccins sur la table pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors vous l'avez dit, ce qui est notamment reproché aux laboratoires pharmaceutiques, c'est le manque de transparence justement sur les contrats de vaccins. Est-ce que cette audition a permis d'en savoir plus sur notamment les clauses commerciales ou sur le prix ou le lieu de fabrication des vaccins ? Il faut dire que juste publier un contrat, ça ne va pas contribuer à augmenter ou à diminuer la production. On constate que tous les producteurs ont un certain retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu, parce que les infrastructures n'étaient pas là, parce qu'il y a certaines livraisons qui sont arrivées trop tard. Donc, on veut savoir où est-ce que ça coince. Donc, moi, j'étais pas satisfait des réponses que j'ai eues de la part des grands groupes producteurs des vaccins. Donc, évidemment, on doit faire pression. On a aussi maintenant créé au sein du Parlement européen un groupe de contact, justement, qui va suivre. Et c'est effectivement 3 commissions qui sont en charge: la commission de la santé et de l'environnement, mais aussi la commission du commerce international et la commission de l'industrie. Donc là, effectivement, on va faire pression et trouver des moyens pour justement débloquer la situation et accélérer les choses, parce qu'on en a besoin pour sortir enfin de cette crise. Une dernière question sur le sujet, Christophe Hansen. Contrairement à ce qui a été promis à la Commission européenne, AstraZeneca n'a pas livré, comme vous le savez, aux Européens le nombre de doses qui s'était engagé de livrer au premier trimestre de l'année. Est-ce que le patron d'AstraZeneca s'expliquait là-dessus ? Il était très évasif sur la question. Il y a évidemment des différents argumentaires, parce qu'il y a des sites de production en Europe continentale, dans l'Europe des 27, mais il y a aussi des sites de production au Royaume-Uni. Donc c'est le fonctionnement d'un groupe. Moi, j'étais pas satisfaite de sa réponse, parce qu'évidemment il doit mieux expliquer pourquoi sur un site ça produit mieux que sur l'autre. Ça devrait pas être le cas. Et là, on n'a pas eu satisfaction à nos questions. Donc, on n'a pas de garantie qu'AstraZeneca tienne ses engagements pour le deuxième trimestre.
si je comprends bien. Ils sont tenus par des contrats, évidemment, donc ils ont un devoir de livrer en fin de compte. Évidemment, si la quantité n'est pas accessible et produite, alors évidemment on a un problème, on peut bien réclamer la livraison. C'est justement en mettant la pression qu'on veut voir. On a aussi mis en place un système d'autorisation des exportations pour justement voir exactement ce qui circule. Et ici, dans ce cas-ci, c'est évidemment surtout entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors on passe à un autre sujet. Christophe Hansen, vous travaillez au Parlement européen sur la question du commerce international. Et la semaine dernière, votre commission a remis sur la table l'accord de libre-échange avec le Mercosur, donc Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay. Et pour résumer, le groupe des Verts, le groupe des sociaux-démocrates et le groupe de la gauche sont favorables à de nouvelles négociations parce qu'ils estiment que les objectifs climatiques sur la lutte contre la déforestation sont impossibles à respecter avec le texte actuel. Est-ce que vous êtes de leur avis et sinon, pourquoi ? Je pense qu'il est important de vérifier maintenant sur le terrain ce qui se passe et on constate effectivement que surtout au Brésil, sous le gouvernement de Bolsonaro, les engagements climatiques auxquels le Brésil a souscrit ne sont pas réalisés. Ça va même dans la direction opposée. Donc, je pense que au Parlement européen, il n'y aura pas de majorité pour cet accord Mercosur si effectivement on ne voit pas que si ça va dans la bonne direction. Et là, on constate que ce n'est pas le cas. Donc, c'est maintenant à nous de mettre la pression nécessaire. Le Brésil, par exemple, s'est engagé lors de l'accord climatique de Paris à replanter 12 millions d'hectares de forêt. Donc, on veut voir dans les faits si ça c'est le cas. On réfléchit évidemment sur des mesures à mettre en place pour stimuler ou pour forcer, c'est comme vous voulez le voir, le Brésil à respecter ses engagements. Donc, on parle d'une entrée en vigueur par étape. Donc, si par exemple le Brésil replantait 1,2 million d'hectares de forêt, ça pourrait aussi dire qu'on baisse nos tarifs de 10% respectifs proportionnels. Donc ça, c'est des idées sur lesquelles on réfléchit maintenant. Est-ce que pour ce faire, il faudrait réouvrir le texte sur lequel les négociateurs se sont mis d'accord? C'est la question juridique qu'on est en train de vérifier, nous aussi, parce qu'on veut quand même voir des engagements. D'un autre côté, il faut aussi voir, sans cet accord du Mercosur, le Brésil aurait déjà quitté l'accord climatique de Paris. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de faire valoir nos valeurs et d'exporter nos valeurs dans ces pays-là. Et ensuite, il ne faut pas mettre tous les pays dans le même récipient, disons, parce que dans le même sac. Parce que, par exemple, vous regardez l'Uruguay, qui est un pays évidemment beaucoup plus petit, 95% de l'électricité, c'est de l'énergie renouvelable. Donc, même là, ils sont loin en avance par rapport à nous. On regarde par exemple le parc automobile qui existe au pays du Mercosur. C'est un parc automobile ancien, vétuste, pollueur. Si on arrivait à exporter nos produits beaucoup plus environnementaux, effectivement, ça va contribuer au contraire de ce que disent, argumentent certains groupes politiques. Ça permettrait aussi justement de leur donner les moyens pour atteindre les objectifs climatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Il faut voir, est-ce que c'est mieux qu'on ait une certaine influence que de tout laisser aller? Ensuite, c'est évidemment d'un point de vue géopolitique très important aussi, parce que si nous, on ne fait pas un accord avec ces pays-là, ce sera la Chine. La Chine est déjà massivement sur place et on sait très bien que ça va pas se passer de la manière comme nous, on souhaite faire du commerce. On veut que le commerce soit équitable, que le commerce nous donne justement un levier pour exporter nos valeurs environnementales, sociales, etc. Oui. Et donc, il faut pas maintenant... Je voudrais qu'on revienne sur le cas du Brésil. Vous avez dit qu'il faut mettre la pression justement sur le Brésil. On sait qu'il y aura des engagements contraignants à respecter en termes d'environnement, mais sur la question précisément de la déforestation, il n'y a pas vraiment de cadre juridique, Christophe Hansen. Donc, s'il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect de l'accord, qu'est-ce qui va nous garantir que le Brésil, par exemple, pour ne citer que lui, va respecter ses engagements? S'ils vont, par exemple, replanter des milliers d'hectares ou des millions d'hectares même de forêt, évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et évidemment, même s'ils le replantaient, s'ils décidaient dans 3-4 ans de faire une déforestation, une nouvelle déforestation, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, surtout maintenant, je pense qu'on est dans une phase où on peut dire cet accord-là ne sera pas conclu dans les 24 mois qui suivront. Ça, c'est très, très clair. Donc, il y a un problème juridique sur cet accord-là.
il n'y a pas de problème juridique parce qu'on n'a pas ce type de sanctions non plus dans d'autres accords commerciaux qu'on a déjà fait, parce que il faut voir si on ne fait pas d'accord, alors on n'a aucun levier. Maintenant, on aura plus de leviers. Est-ce que c'est suffisant? Probablement non, mais est-ce que il faut toujours voir est-ce qu'on arrive à avoir le verre à moitié plein après, plutôt que de ne rien avoir du tout. C'est ça une décision politique, de politique responsable qu'on doit trouver aussi, parce qu'on doit augmenter notre influence dans ces pays-là et on ne doit pas la diminuer. C'est ça ce qu'on doit vraiment voir comment on peut le faire et mieux faire. Et je pense qu'il y a moyen, et justement ces idées d'une mise en œuvre par étapes, comme je viens de le dire, ça pourrait être une solution, parce que vous voyez, si on diminue les taxes d'importation sur certains produits, évidemment, ça va avoir un impact financier, et c'est ça notre levier qu'on devra utiliser, parce qu'effectivement, je pense que pour ressortir de cette crise, il faut du commerce, parce que là, il faut créer de la croissance, et ça se fera pas seulement dans notre arrière-jardin. C'est entendu. Alors, l'actualité européenne du commerce international, c'est aussi l'accord d'investissement signé avec la Chine, Christophe Hansen, qui est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Et le 25 février, plusieurs groupes politiques ont critiqué l'absence de règlement sur la protection des investissements. Est-ce que cet accord vous semble équilibré, notamment sur la question de l'accès au marché entre l'Union européenne et la Chine ? Justement, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un accord commercial, mais d'un accord sur l'investissement. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'est un outil dans notre politique envers la Chine, mais c'est loin d'être la dernière. Donc, il faut pas le voir isolé, mais il faut voir ce qu'il nous faudra en supplément pour justement rendre cet accord-là bénéfique à l'Union européenne aussi, mais aussi à la défense de nos valeurs. Parce que justement, une des grandes lacunes de l'accord sur l'investissement avec la Chine, c'est qu'on n'a pas de levier, par exemple, pour le respect des droits de l'homme. Et là, on y vient évidemment, on a un autre système qui, depuis décembre maintenant, est en place, un système pour justement sanctionner les violations des droits de l'homme dans le monde, c'est-à-dire par exemple, geler les fonds en Europe d'individus ou d'entreprises qui justement sont en infraction, en violation flagrante des droits de l'homme. Mais là, il faut évidemment une unanimité au Conseil. Donc, les États membres, les 27, doivent se mettre d'accord sur cette liste-là. Et c'est ça où on doit travailler maintenant sur ces instruments-là, qui sont, à mon avis, indispensables à être en place et fonctionnels pour vraiment rendre aussi cet accord sur l'investissement possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on atteint avec cet accord d'investissement? Je voudrais d'abord réexpliquer justement la question des droits de l'homme, parce qu'elle n'est pas forcément évidente. C'est vrai que la Chine s'est engagée à signer les conventions de l'Organisation internationale du travail sur la question du travail forcé, mais à l'heure actuelle, la Chine n'est pas obligée de signer ces conventions pour signer l'accord d'investissement. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que la Chine va se tirer une balle dans le pied en quelque sorte et signer la convention sur le travail forcé alors qu'elle n'y est pas obligée en fait? C'est ça la grande question. En fait, ils ont signé la convention, mais c'est justement la mise en œuvre où là, on n'a pas encore le progrès suffisant. Il y a justement deux conventions qui sont en question. Et là, le texte, effectivement, à mon avis, est très, très flou, parce qu'il dit juste que la Chine va travailler en vue de la mise en œuvre de ces conventions. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin... Ça peut être une promesse, tout simplement, oui. C'est une promesse, mais c'est justement, on a d'autres instruments, comme je viens de dire, notre système de sanctions des droits de l'homme qu'on doit mettre en place, qui est en place, mais qui n'est pas encore opérationnel. C'est aux États membres de le débloquer, et c'est ça justement qui nous permettra de combler la lacune qui n'est pas compris dans ce texte-là. D'un autre côté, il faut aussi dire ce qu'on a convenu là pour l'instant provisoirement avec la Chine. Aucune économie au monde a su avoir les mêmes concessions de la Chine, parce que justement, ils souscrivent également à l'accord climatique. C'est la première fois qu'ils le font d'ailleurs. C'est une première. Voilà. Et donc, effectivement, on a obtenu beaucoup de choses, mais je vous dis, pour faire passer cela au Parlement européen, il y a plusieurs instruments qu'on doit mettre en place ou mettre en fonctionnement en parallèle pour avoir la majorité, parce qu'à ce stade-ci, je ne la vois pas encore. Mais là, justement, je suis en train de voir aussi avec les groupes socialistes, avec les groupes des socialistes, des libéraux et des Verts, comment on peut faire une to-do list des éléments qui
qui doivent être en place et mises en œuvre. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cet accord? Est-ce qu'un accord d'investissement peut empêcher la Chine justement d'avoir recours au travail forcé? L'accord en soi, non. Les autres outils qu'on met en place en parallèle, oui. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas voir cet accord-là isolé. Il faut voir ce qui vient avec ici, ce qui sont nos conditions du point de vue du Parlement européen pour justement rendre possible cet accord sur l'investissement. Il faut aussi dire qu'est-ce que cet accord d'investissement vise. Il vise justement à ce que nos entreprises aient un accès sur le marché équitable et sur le marché chinois, ce qui n'est pas le cas actuellement parce qu'ils doivent se mettre en association avec des sociétés chinoises. Ils ont des seuils d'investissement. Ils ont également le transfert obligé de la technologie. Ça, c'est des choses qu'on va justement pallier et sortir de la route. Donc, on donne plus de possibilités et un meilleur accès à nos entreprises européennes au marché chinois. Les Chinois ont déjà un accès plus qu'équitable au marché européen. Alors, plusieurs députés considèrent que l'accord ne devrait pas être ratifié avant l'adoption d'une législation sur le devoir de vigilance des entreprises. Ce sera une obligation qui sera faite aux multinationales de respecter les droits de l'homme. Est-ce que vous partagez cet avis, Christophe Hansen, ou est-ce que vous souhaitez plutôt ratifier le plus vite possible? Je partage tout à fait cette option-là. C'est un des éléments desquels je vous ai parlé, que je suis en train de discuter avec d'autres groupes politiques qui doivent, à notre avis, être en place avant la ratification par le Parlement européen. La due diligence, comme on l'appelle en anglais, c'est une de ces demandes-là. On est justement, la semaine prochaine, on votera au Parlement européen un rapport d'initiative non législatif, mais où on donnera un peu les grandes lignes du Parlement européen à la Commission européenne qui, en principe, jusqu'en juin, juillet, devrait proposer la proposition législative que nous, on va ensuite faire passer ici au Parlement européen. Ça, c'est les éléments législatifs européens unilatéraux que nous, on doit mettre en place, qu'on souhaite et qui seront nécessaires pour avoir la majorité nécessaire pour cet accord d'investissement avec la Chine. Alors, le processus de ratification de l'accord Union européenne-Chine doit s'étaler jusqu'au début de l'année 2022, il me semble. Dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour que cet accord soit signé? Premièrement, il faudrait maintenant avoir tous les éléments. Donc, il y a effectivement encore certaines annexes justement qui manquent encore. Ensuite, ça doit être traduit évidemment dans toutes les langues officielles. Le Conseil doit officiellement le transférer au Parlement européen, la saisine, comme on appelle ça dans le jargon. Et ensuite, on pourra commencer notre travail. Je sais que la Commission a évidemment des objectifs du point de vue temps, mais je pense qu'il faut qu'on se prenne le temps nécessaire, qu'on se laisse pas presser et que justement on se donne aussi la possibilité de mettre en place les législations qui devront accompagner cet accord. Voilà, c'était donc la conclusion de Christophe Hansen. Je rappelle que vous êtes député européen au sein du groupe du Parti populaire européen. Merci Christophe Hansen pour votre éclairage et vos analyses. Merci et bon après-midi à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'information avec notre partenaire Café Babel. À tout de suite.